Imaginez une France occupée par les nazis, où la peur et l'incertitude dominent chaque coin de rue et où le destin de millions de personnes est en jeu. Mais, tandis que la résistance luttait dans l'ombre, certaines femmes françaises ont fait un choix surprenant, s'allier à l'ennemi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines d'entre elles ont décidé de franchir cette ligne? Et que sont devenues ces collaboratrices lorsque la guerre a enfin pris fin? Qu'est-ce qui a poussé ces femmes à devenir alliées des soldats allemands, à une époque où la trahison était punie par les humiliations les plus sévères en public? Étaient-elles motivées par le désir de survie, par amour ou par pure commodité? Ces femmes, souvent considérées comme des méchantes, ont vu leur vie transformée à jamais, et beaucoup ont payé un prix élevé pour leur choix. Aujourd'hui, vous allez découvrir des histoires cachées, explorer les dilemmes moraux de ces collaboratrices et comprendre comment la France a géré ces femmes après la libération. Que feriez-vous dans une situation aussi extrême? Préparez-vous à plonger profondément dans les choix et les conséquences, et voyez comment le poids de l'occupation allemande a changé le destin de ces femmes à jamais. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Avec la capitulation de la France en juin 1940, le pays se trouva divisé entre l'occupation directe des nazis dans le nord et le régime de Vichy, qui gouvernait le sud avec la collaboration du maréchal Philippe Pétain. L'occupation allemande apporta une nouvelle réalité à des millions de Français. Rationnement sévère, perte de liberté, propagande nazie et présence constante de soldats étrangers dans les rues. Dans ce contexte, s'adapter était nécessaire pour survivre et de nombreux citoyens se trouvèrent confrontés à des décisions difficiles sur la manière de gérer les occupants. La société était divisée entre ceux qui soutenaient la résistance et ceux qui croyaient que collaborer avec les nazis pouvait être une façon de préserver l'ordre et d'éviter davantage de souffrances. Les femmes, en particulier, se trouvaient dans une position complexe. Avec de nombreux hommes envoyés au front ou capturés comme prisonniers, les femmes prirent de nouvelles responsabilités, tant à la maison qu'au travail, et commencèrent à interagir directement avec les forces d'occupation. Les collaboratrices françaises ne se limitaient pas à un seul profil socio-économique ou tranche d'âge. Elles étaient des femmes ordinaires, mères, épouses, jeunes et âgées qui prenaient différents chemins de collaboration. Ces femmes venaient d'un large éventail d'origines et jouaient divers rôles. Par exemple, aristocrates et riches propriétaires, certaines collaboratrices provenaient des classes les plus élevées, souvent motivées par la préservation de leurs biens et privilèges. Ces femmes, parfois, avaient des liens avec des officiers nazis ou des membres du gouvernement de Vichy et voyaient la collaboration comme une manière de maintenir leur position sociale et d'assurer leur sécurité. Femmes de la classe ouvrière, de nombreuses collaboratrices étaient des femmes d'origine modeste qui, en raison du manque d'opportunités économiques, voyaient dans la collaboration un moyen de garantir une source de revenus. Elles pouvaient travailler comme employées de maison pour des soldats allemands, cuisinières ou femmes de ménage dans des casernes, ou même s'engager dans des activités plus spécialisées, telles que traductrices ou secrétaires. Artistes et figures publiques, pendant l'occupation, certaines actrices, chanteuses et autres figures culturelles étaient ouvertement favorables aux Allemands ou entretenaient des relations amoureuses avec des officiers nazis. Ces personnalités, comme l'actrice Arletty, devinrent des exemples iconiques de la stigmatisation des collaboratrices horizontales, un terme péjoratif utilisé pour décrire celles qui s'étaient engagées sentimentalement avec les occupants. Femmes de la milice et espionnes, certaines collaboratrices assumèrent des rôles actifs au sein de la milice française, l'organisation paramilitaire créée par Vichy. Agissant comme informatrices, espionnes et même participantes à des tortures, ces femmes jouèrent des rôles cruels et violents, causant des traumatismes durables dans leur communauté. Comprendre les raisons pour lesquelles ces femmes ont choisi de collaborer nécessite une analyse des différentes pressions et incitations qui ont façonné leurs décisions. Les facteurs principaux incluent survie. Dans une période marquée par la pénurie et le rationnement, certaines femmes ont collaboré simplement pour avoir accès à des aliments, des vêtements et d'autres besoins essentiels. La collaboration leur permettait de garantir la survie de leur famille en temps de grande nécessité. Attraction et relations. De nombreuses collaboratrices étaient jeunes et parfois étaient séduites par l'apparence, l'uniforme et le pouvoir des soldats allemands. Les relations n'étaient pas toujours planifiées. Certaines femmes sont réellement tombées amoureuses, tandis que d'autres considéraient ces relations comme une forme de protection et de sécurité. Croyances idéologiques, bien que moins courantes, certaines femmes ont collaboré par conviction idéologique, partageant les principes du régime nazi ou croyant en la vision d'une Europe unie sous la domination allemande. Ces femmes soutenaient souvent les actions de l'Allemagne et étaient prêtes à collaborer activement. Pression sociale et coercition, certaines femmes ont été forcées de collaborer en raison de menaces ou de chantage. D'autres fois, elles ont été manipulées ou pressées par des membres du gouvernement de Vichy ou des officiers allemands.
La coercition a été une tactique utilisée particulièrement contre les femmes possédant des informations précieuses ou des connexions avec la résistance. Pour les collaboratrices, la vie quotidienne pendant l'occupation était remplie de dualité. Bien qu'elles puissent profiter de certains privilèges et d'un accès à des ressources, cela signifiait également vivre sous le regard constant et méfiant de leurs compatriotes. Les collaboratrices devaient équilibrer leur vie publique et privée, gardant parfois leurs activités secrètes ou dissimulant leur loyauté. En même temps, elles étaient souvent protégées par les soldats allemands eux-mêmes, qui garantissaient leur sécurité, notamment dans les petites villes. Ces femmes bénéficiaient de fêtes privées, de dîners exclusifs et d'événements organisés par des officiers allemands. Elles avaient accès à des produits de luxe et importés, allant des aliments raffinés aux cosmétiques, tandis que la plupart des Français faisaient face au rationnement et aux files d'attente. Cependant, cette vie de privilège était également empreinte d'une tension constante, car elles savaient qu'avec la chute de l'Allemagne, le jugement viendrait. Les collaboratrices dans le domaine culturel, y compris des artistes et des écrivaines, jouaient souvent des rôles importants dans la promotion de la propagande nazie. Ces femmes utilisaient leur talent pour divertir les soldats et produire du contenu favorable au régime de Vichy et aux idéaux nazis. Elles pouvaient travailler dans des journaux, des radios et des cinémas, où elles contribuaient à diffuser l'idéologie nazie et à critiquer la résistance. Les productions culturelles de cette époque louaient souvent l'unité européenne et l'anticommunisme, deux emblèmes des nazis, et de nombreuses femmes artistes devenaient des instruments d'influence sociale. Leurs œuvres films, pièces de théâtre et chansons étaient soigneusement surveillées et parfois éditées pour s'assurer que rien n'allait à l'encontre des intérêts du régime. Ce type de collaboration a contribué à la normalisation de l'occupation et a tenté de persuader la population que la présence allemande n'était pas une menace. Un des aspects les plus visibles de la collaboration féminine a été l'implication romantique et sexuelle avec des soldats et des officiers nazis. Ces relations, parfois véritablement affectives, d'autres purement utilitaires, sont devenues l'un des symboles les plus stigmatisés de la trahison. Le terme de collaboration horizontale a été utilisé pour décrire ces femmes, les associant à une trahison intime et personnelle. Alors que pour certaines femmes ces relations apportaient des avantages matériels, tels que de la nourriture et de la sécurité, d'autres voyaient en ces soldats une échappatoire à leur quotidien misérable. Certaines collaboratrices horizontales se sont également retrouvées dans des situations d'abus et de violence, obligées d'entretenir des relations pour garantir la sécurité de leur famille ou en échange de protection personnelle. Et vous, pensez-vous que les collaboratrices nazies étaient des traîtresses ou des victimes? Laissez votre avis dans les commentaires. La résistance française, qui luttait contre les nazis sur le territoire occupé, méprisait profondément les collaboratrices. Les femmes impliquées avec des officiers allemands ou activement engagées dans la milice étaient considérées comme des traîtresses à la patrie et devenaient des cibles pour la résistance, qui menait souvent des attaques violentes contre elles. Le mépris s'étendait également aux familles de ces femmes, qui étaient considérées comme complices et faisaient face à un rejet social. Lorsque la France a été libérée, en 1944, les collaboratrices ont dû faire face aux conséquences de leurs actes. Le processus connu sous le nom d'épuration a été une vague de sanctions ciblant les femmes ayant collaboré avec les Allemands. De nombreux procès étaient sommaires et des civils eux-mêmes infligeaient des punitions brutales. La pratique de raser la tête des collaboratrices est devenue un symbole d'humiliation publique. Les femmes étaient contraintes de se promener dans les rues avec la tête rasée et souvent avec des croix gammées peintes sur leur corps, portant des plaques les identifiant comme traîtresses. Ce spectacle public avait un effet cathartique pour la population, mais c'était une pratique cruelle qui a marqué ces femmes pour toute leur vie. En plus de la purification sauvage, la France a également institué un processus formel de jugement, connu sous le nom d'épuration légale. Beaucoup de ces procès étaient menés par des tribunaux spéciaux qui, bien qu'ils cherchent la justice, étaient souvent motivés par le désir de vengeance. Les collaboratrices faisaient face à des accusations de trahison, et celles qui avaient travaillé pour le gouvernement de Vichy ou contribué à la répression étaient condamnées à des peines sévères. Cependant, les femmes qui s'étaient engagées romantiquement avec des soldats allemands, bien qu'elles aient subi une punition publique plus humiliante, ne faisaient généralement pas face à des tribunaux formels. Elles ont cependant souffert du stigmate social, et beaucoup ont été contraintes d'abandonner leur ville natale, car elles n'étaient plus les bienvenues. Le stigmate des collaboratrices françaises est resté présent pendant des décennies après la guerre. Dans de nombreux cas, ces femmes n'ont jamais été complètement réintégrées dans la société. Le traumatisme de l'humiliation publique a laissé des cicatrices profondes, et le silence a été la seule façon de gérer la mémoire. La société française a mis beaucoup de temps à réfléchir à ces événements, et ce n'est que dans les dernières décennies qu'il y a eu une tentative de réévaluer la complexité de ces cas.
Les efforts des historiens et des chercheurs pour comprendre les motivations des collaboratrices ont contribué à susciter un débat sur la moralité, la survie et l'éthique en temps de guerre. Aujourd'hui, tandis que certaines des collaboratrices sont perçues avec compréhension, d'autres sont encore rappelées avec ressentiment, dans un portrait durable de la difficile réconciliation avec le passé. L'histoire des collaboratrices françaises offre une leçon importante sur ce que signifie vivre en temps de guerre et comment, dans des situations extrêmes, les gens peuvent être amenés à faire des choix qu'ils n'auraient pas faits en temps de paix. Ce chapitre de l'histoire française révèle comment la société, en quête d'une catharsis collective, peut commettre des injustices. En comprenant les motivations et les circonstances des collaboratrices, il est possible d'analyser avec plus d'empathie et de conscience ce que la guerre et l'occupation peuvent faire à la moralité d'un peuple. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez d'où vous regardez cette vidéo. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.